présenter Gérard, qui est donc professeur émérite de l'Université de Lorraine. Il a d'autres, qui est aussi président d'une commission. On va peut-être en parler, je vais te laisser la parole tout de suite. Voilà, Gérard, voilà, bonne conférence. Merci Paul. Bonsoir à tous. Oui, je suis effectivement, dans le cadre un peu de mes fonctions de professeur émérite à l'IGN, je suis responsable président de la commission énergie et environnement au niveau national de la Société française de physique. Et aussi, je fais partie du groupe énergie de la Société européenne de physique. Donc depuis que je suis professeur émérite, alors que mon domaine de recherche initial, enfin, sur lequel j'ai fait toute ma carrière, c'est les plasmas chauds pour la fusion thermonucléaire, le projet ITER. J'ai élargi mon spectre à tout ce qui concerne l'énergie depuis 2014. Je suis très impliqué dans ces réflexions. Voilà. Alors, j'avais... Ça marche pas, ça? Ah oui, bien. J'avais un peu de... J'aime bien, c'est une citation que j'aime bien donner en lecture, d'habitude à la fin, mais vous pouvez en prendre connaissance au début, parce que ça me semble tout à fait fondamental pour aborder un sujet qui est une thématique qui est dans tous les débats qu'on entend partout, droite et gauche, qui sont complètement imbibés d'idéologie. Donc, je rejoins ce que disait Paul par rapport à l'approche du shift et des shifters, qui est d'essayer de se dégager de toute idéologie et d'observer ces questions avec l'œil du scientifique le plus objectif possible, même si l'objectivité totale n'est pas très difficile, mais il faut quand même un minimum de rationalité si on ne veut pas se laisser entraîner dans des utopies ou des chimères. Alors, donc, commençons par le commencement, mais sur lequel je vais passer très rapidement, parce que je suppose, sauf s'il y en a dans la salle, si quelqu'un est climato-sceptique, qu'il se dénonce. Et donc je pense que ce n'est pas la peine d'épiloguer là-dessus, sur le réchauffement climatique et ses causes anthropiques. Le point, c'est que là où ça devient un peu plus compliqué, c'est au niveau des actions, c'est-à-dire comment faire justement pour ce que Paul évoquait avant, baisser les émissions de CO2 pour ne pas dépasser la limite à laquelle on aurait droit et atteindre ce Graal de la neutralité carbone en 2050. Bon, alors comment faire? Donc c'est bien la question, et je voudrais attirer votre attention sur cette petite image, ces diagrammes qui nous ramènent dans notre secteur géographique. C'est tiré d'un document du SCOT Sud 54. SCOT, ça veut dire schéma de cohérence des territoires. Donc en fait, ça décline ce qui vient d'en haut, de la pointe acérée de l'État, et c'est pour décliner au niveau des territoires la stratégie bas carbone, etc. Alors donc si on regarde ça, ce que je trouve très intéressant, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, ça c'est l'évolution pour notre territoire, donc Meurthe-et-Moselle Sud et métropole du Grand Nancy, donc la consommation d'énergie finale, avec dans les barres, pour chaque année depuis 1990, les différents secteurs, agriculture, industrie, transport routier, tertiaire et résidentiel. Alors donc, ce que vous observez, c'est que jusqu'en 2018, la demande en énergie finale, la consommation d'énergie finale n'a pratiquement pas bougé. Et ce que vous voyez, c'est qu'évidemment, à partir de là, eh bien, il y a ce qu'on aimerait, c'est les trajectoires des scénarios. Alors, pour 2030 et 2050,
avec une réduction, c'est encore dans la loi qui n'a pas été modifiée, une diminution de 40% de la consommation d'énergie finale, presque une division par 2, donc vous voyez ici. Alors ce qui est intéressant, ce qu'il faut regarder, que je n'ai pas affiché, mais depuis 2018, il y a eu 2019, 2020, 2021, 2022, et si on portait ici les valeurs, on s'apercevrait que le plateau continue. Donc je reviendrai là-dessus. Ça veut dire que la rupture de pente et la pente de la trajectoire qu'on devrait suivre, si on veut atteindre l'objectif, eh bien, devrait être encore plus forte. Et si on regarde les émissions de CO2 pour notre territoire, c'est le même problème. En fait, oui, il y a peut-être une légère diminution, mais à cause d'hiver plus doux, etc. Bon. Mais en fait, la marche à descendre, la pente qu'il faut établir pour atteindre ce Graal en 2050 de neutralité carbone, c'est considérable et on a l'impression, je vais en parler tout à l'heure, que jusqu'à présent, les scénarios finalement réajustaient les trajectoires pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire augmenter la pente, ce qui devient encore plus difficile. Voilà. Alors, donc il faut vraiment se questionner. Et la première question, évidemment, c'est quels sont les besoins en énergie. Et donc, je vais faire un petit état des lieux en partant du niveau mondial. Cette fois, je sors de notre petite zone sur la planète. Donc, les scénarios, comment ça fonctionne, les scénarios, les hypothèses. Donc, en fait, je ne vais pas trop m'attarder, mais je donnerai quelques dernières nouvelles que vous avez peut-être vues sur les scénarios RTE, donc du réseau de transport de l'électricité en France. Et donc, quels sont les leviers qu'on peut activer pour atteindre les objectifs? C'est ça, le but d'un scénario, c'est pas uniquement de se faire son cinéma. Alors donc, là-dedans, on verra que la sobriété et l'efficacité énergétique, c'est un point qui est très important, mais dont moi j'ai souvent l'impression que, comme d'ailleurs pour la consommation d'énergie finale, on le traite plutôt dans les scénarios comme une variable d'ajustement, ce qui est très embêtant, parce que ça nous conduirait à la catastrophe. En tout cas, l'absence on n'atteindrait pas l'objectif. Alors donc, on verra que, évidemment, tous les scénarios prévoient maintenant que si on veut se passer des fossiles, il faut augmenter l'électrification, il faut électrifier des nouveaux usages, et c'est évident que ça pose des problèmes que j'évoquerai en détail. Mais il ne faut surtout pas oublier, je vais y revenir, que les besoins en chaleur, c'est la moitié de nos besoins en énergie, à peu près, et qu'actuellement, ils sont essentiellement satisfaits par des combustibles fossiles, même en France. Alors, donc, venons-en maintenant au premier point sur l'état des lieux, sur les besoins en énergie. Alors, combien est-ce qu'on consomme d'énergie, combien on a consommé hier, quelles ressources, quels usages, donc il faut regarder ça un peu précisément, mais rapidement, je ne vais pas vous inonder de chiffres. Et la question, c'est évidemment, parce que ça, c'est des débats qui existent dans la société, mais oui, on pourrait consommer beaucoup moins, etc., ou c'est pas grave de consommer trop, enfin bon, donc il faut voir s'il y a des arguments physiques qui font qu'on est condamné à consommer autant qu'on consomme. Et si on peut réduire. Alors déjà, c'est intéressant de regarder, c'est même plus que utile, de regarder la répartition géographique de l'usage d'énergie primaire dans le monde. Je vais peut-être réexpliquer rapidement juste après ce que c'est que l'énergie primaire, parce que je m'intéresserai surtout à ce qu'on appelle l'énergie finale ensuite. Alors, l'énergie primaire, c'est directement ce qu'on tire du sol, c'est la source, c'est une première source d'énergie. Alors si on regarde par zone géographique, donc ici j'ai porté en abscisse, alors c'est en tonnes équivalent pétrole, en anglais, par tête, et donc,
et verticalement, c'est la population mondiale. Alors j'ai fait ça il y a déjà quelques années, mais en fait la répartition n'a pas tellement changé. Et vous voyez, maintenant on est pratiquement 8 milliards, donc ça monte un tout petit peu plus haut. Mais il n'y a pas... Alors ce qui est tout à fait notable, c'est que, évidemment, par grands blocs régionaux sur la planète, on voit que la répartition est extrêmement inhomogène et que ça prend une allure un peu hyperbolique. Donc évidemment, on voit, ce qu'il faut noter tout de suite, c'est qu'il y a la moitié de la population mondiale qui doit se contenter, en gros, du tiers de la consommation mondiale moyenne, c'est-à-dire de la moitié de ce que nous consommons en France et en Allemagne. D'accord ? Donc ça, c'est déjà le premier point, qui est très inhomogène, et donc évidemment, la population, la démographie augmente, et en plus, on ne voit pas pourquoi tous ces gens qui ont besoin d'énergie ne chercheraient pas à en avoir un peu plus pour eux. Et il ne suffira pas de rétrécir cette bande ici, de l'Amérique ou de l'Europe, pour satisfaire leurs besoins. Je vais y revenir après. Alors maintenant, si on regarde l'électricité, la distribution est encore plus inhomogène. Et alors là, en Afrique, c'est 10% de la consommation moyenne, en gros, mondiale. Donc il y a des besoins énormes d'électrification pour plus de la moitié de l'humanité. Vous notez évidemment que ce pavé, il a sûrement encore grandi depuis, c'est la Chine. Voilà. Donc pour la France, l'Allemagne, on est à égalité. On était à égalité pour la consommation d'énergie primaire. Mais maintenant, si vous regardez les émissions de CO2, là, vous voyez naturellement que globalement, dans la mesure où les fossiles interviennent au niveau mondial pour plus de 80% de la consommation d'énergie primaire, on retrouve la même forme de distribution. Mais vous voyez qu'il y a quand même cette fois-ci une grosse différence entre la France et l'Allemagne, et c'est évidemment justement à cause de la différence pour ce qui est de l'approvisionnement en électricité, puisque notre électricité est depuis fort longtemps décarbonée, déjà décarbonée, grâce au nucléaire et beaucoup aussi à l'hydraulique qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Alors si on regarde maintenant, je suis les horloges, si on regarde maintenant la consommation, l'évolution pour toute l'Union européenne, et donc de l'énergie finale. Donc ce diagramme va me permettre de vous expliquer rapidement ce que c'est que l'énergie finale par rapport à l'énergie primaire. Parce qu'en fait l'énergie, on la crée pas l'énergie, on ne fait que de transformer de l'énergie depuis différentes sources primaires, mais on transforme, on ne crée pas l'énergie. Et donc ce que vous voyez ici, c'est que s'empilent les différentes sources, les produits pétroliers. Ah, là vous voyez apparaître l'électricité. Parce que l'électricité, c'est déjà pas de l'énergie primaire. Il faut la produire à partir de sources qui peuvent être dans des centrales thermiques où on brûle des combustibles fossiles, centrales nucléaires et l'uranium. Et si on a des renouvelables, on utilise des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, mais on n'a pas directement cette énergie. Le gaz, des renouvelables, mais c'est des renouvelables, c'est pas les renouvelables électrogènes, c'est pas l'électricité. Et au-dessus, vous avez un peu de chaleur, de récupération de chaleur fatale, et du charbon. Mais le charbon, c'est bizarre, il n'y en a presque pas. Alors qu'en Europe, on consomme, il suffit d'aller de l'autre côté, d'aller chez nos amis, d'aller en Rhénanie par exemple, pour voir les mines de lignite. Eh bien, en fait, le charbon n'apparaît pas parce qu'il est essentiellement utilisé pour faire de l'électricité en Europe. Donc on ne le voit pas. Donc ça, c'est l'énergie finale. Alors, ce que vous notez, comme j'ai indiqué tout à l'heure pour notre Scott Sud 54, eh bien, c'est que depuis 1990, eh bien, la consommation totale d'énergie finale, elle est pratiquement constante. Et de nouveau, on se trouve, ça va à 2019, mais j'ai les données jusqu'en 2022, et en fait, ça ne descend pas. Et donc, il ne faut pas oublier que le New Green Deal, donc au niveau défini par la politique européenne, l'objectif zéro carbone,
eh bien, il est fondé sur une diminution, comme c'était prévu en France, une division presque par 2 de la consommation d'énergie finale. Donc, première interrogation. Alors, revenons à l'Hexagone. Alors, je n'aime pas du tout l'énergie primaire pour la France. Pourquoi ? Parce qu'on voit apparaître ici cet énorme cette énorme part de gâteau dans l'énergie primaire qui correspond au nucléaire, tout simplement parce que, évidemment, on prend en compte la chaleur, c'est la chaleur produite par les réactions de fission dans les centrales nucléaires. Donc, évidemment, comme à cause du rendement des centrales, c'est en gros 3 fois la quantité d'électricité qui est produite. Donc c'est énorme, mais c'est pas significatif parce que quel est l'inconvénient de cette présentation? C'est de nous faire passer pour plus vertueux que nous ne sommes. Parce que pour l'énergie primaire, en fait, on n'a que, je ne sais plus combien, 54% de fossiles. Mais si vous regardez ce qu'il faut regarder, c'est-à-dire l'énergie finale, où l'électricité en tant que telle apparaît avec 27%, eh bien, si vous cumulez tout ce qui est combustible fossile, eh bien, vous arrivez pour la France à 61%. Donc, en fait, presque comme nos voisins. Donc, on n'est pas vraiment meilleur à peine. Pourquoi ? Parce que j'ai dit tout à l'heure que notre électricité, si on regardait les émissions de CO2 avec l'Allemagne, on était à la moitié. Mais simplement parce qu'on ne prend pas, je vais y venir, on ne prend pas assez en compte le fait que l'électricité ne représente que, en gros, un quart de notre consommation finale d'énergie. Donc, on parle trop d'électricité et pas assez du reste. Ça, c'est un point très important. La preuve, c'est que si je regarde en quoi se décompose la consommation d'énergie finale, qui est indiquée ici, pour le poste 2016, mais ça n'a pas pratiquement pas changé, eh bien, la chaleur, c'est en gros, j'ai dit 50%, bon, en fait, ça dépend, il y a des trucs que je n'ai pas forcément pris en compte, mais en gros, c'est la moitié. Et donc, avec une bonne partie pour le résidentiel et le tertiaire, et une bonne partie pour l'industrie. Donc évidemment, ce n'est pas de la chaleur à la même température pour l'industrie que pour le résidentiel et le tertiaire. D'accord ? Puisqu'il y a le chauffage du bâtiment, mais il y a aussi beaucoup de besoins en chaleur pour l'industrie. Il suffit de considérer ce que consomment les papeteries, les cimenteries, etc., la sidérurgie en chaleur. Alors, donc, quand même, sur l'énergie finale, au total, vous avez en gros 40% qui est lié au bâtiment. Donc ça, c'est considérable, évidemment. Et en gros 30% pour la mobilité. Donc, en fait, les gros postes de consommation d'énergie, c'est le bâtiment, résidentiel tertiaire, et les transports. Bon, tout le monde le sait, mais on ne le dit pas assez. Et l'industrie qu'il ne faut pas oublier, sauf si... Alors, justement, on dit qu'on a consommé, on a diminué notre consommation d'énergie finale, il ne faut pas se voiler la face. C'est essentiellement parce qu'on a perdu des plumes dans notre industrie et les plumes qui consommaient le plus d'énergie. On a délocalisé. Et l'agriculture, alors je vais y revenir parce que c'est un point sensible, parce que si on ne considère que les dépenses énergétiques, c'est que 3%. Mais il ne faut pas oublier, et c'est pour ça que parfois les sommes sur les montants d'énergie finale varient selon les statistiques, c'est que moi j'ai pris en compte ici les en gros 10% qui correspondent à l'utilisation de fossiles, de gaz, de pétrole par exemple, comme ressources, comme matière première et pas pour faire de l'énergie, c'est pas pour faire de l'électricité ou pas pour faire de la chaleur. Et donc en particulier pour faire des engrais, du plastique, de l'ammoniac aussi. Donc à ne pas négliger, c'est quand même en gros 10% de la consommation d'énergie finale. Voilà. Alors premier constat, eh bien le poids est colossal. Au niveau mondial, donc l'énergie primaire c'est 80%, mais pour nous, enfin en Europe en général, c'est 60% de l'énergie finale.
Donc même si on a en France de l'électricité décarbonée, on a 60% de notre énergie finale qui est assurée par des fossiles, du gaz, du pétrole. Ça ne vous gêne pas Bon, c'est avec le micro, je trouve le son. Il faut que je me vois. Et donc, un point important sur lequel je reviendrai, donc la chaleur, n'oublions pas, mais un point important, c'est la répartition, et ça c'est un point clé à mon avis, mais qui est très difficile à clarifier complètement, c'est la répartition entre la consommation des ménages, la consommation individuelle et la consommation collective, que ça soit dû aux services de l'État, que ça soit dû à tout un tas de services qui sont éventuellement assurés par des entreprises privées, mais des usages collectifs de l'énergie. Et ça, on sous-estime beaucoup ça, en pensant que, vous allez revenir, en pensant à ce qu'on peut gagner en sobriété. Donc, la consommation des ménages, en gros, c'est un tiers, même peut-être un peu moins, de la consommation finale d'énergie. Ce qui, après, est plus compliqué, c'est de savoir comment elle se répartit entre électricité, chaleur, etc. Alors, donc, naturellement, si on veut atteindre l'objectif zéro carbone, tout le monde veut l'obtenir, c'est ce que tout le monde annonce. C'est évident qu'il faut d'abord prioritairement défossiliser la chaleur pour le résidentiel, le tertiaire et l'industrie, et les transports. Et donc, il faudra évidemment un recours accru à l'électricité, mais tout ne peut pas être électrifié. Alors d'une part, recours accru à l'électricité, ça veut dire qu'il va falloir en consommer plus, contrairement à ce que certains annonçaient il n'y a pas si longtemps. Même RTE, donc j'y viendrai, a revu sérieusement ses statistiques et ses objectifs. Et donc, ma conclusion là-dessus, c'est que nous n'oublions pas ce qui est à côté de l'électricité. Je n'ai pas le temps de développer trop longtemps cette histoire de relation entre consommation d'énergie et maintien en fonctionnement d'une société bipède organisée, mais c'est un point extrêmement important. Et en fait, si on observe depuis les débuts de l'humanité, depuis les chasseurs-cueilleurs, comment a progressé cette consommation, évidemment, plus les sociétés étaient organisées, il y a eu l'invention de l'agriculture au néolithique, il y a déjà eu un saut quantitatif dans la consommation de l'énergie grâce à l'agriculture. Mais donc, après, évidemment, il y a le gros saut qui est apparu avec la révolution industrielle, mais pas partout dans le monde, évidemment. Mais en tout cas, c'est un point qui est très intéressant à regarder, mais il y a beaucoup d'économistes connaissent le PIB, et beaucoup de critiques sur nos sociétés capitalistes sont fondées sur le PIB qui ne doit pas être... non à la dictature du PIB, etc. Je voudrais attirer votre attention sur un peu là-dessus en prenant en regardant les autres outils qu'on peut utiliser ou en pondérant ce PIB. Mais si on regarde le PIB, il y a quand même déjà une chose très intéressante. Si on regarde l'évolution, évidemment ça c'est au cours des années, je n'ai pas indiqué depuis quand, mais donc vous avez en abscisse de nouveau le PIB, alors c'est en milliards de dollars, et en ordonnée, vous avez les demandes en énergie. Donc vous voyez qu'évidemment, il y a une corrélation, c'est pratiquement linéaire, entre le PIB et la consommation d'énergie. Donc aussi, évidemment, lâchons le PIB et on va pouvoir consommer moins d'énergie. Donc je vais y revenir. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir la rupture de pente ici. Le bleu, ça correspond aux pays de l'OCDE, donc aux pays développés, aux pays riches. Et vous voyez que, en fait, ils génèrent, la pente est plus faible sur ce diagramme, donc ça veut dire qu'ils sont capables de générer le même PIB en consommant beaucoup moins d'énergie. Alors c'est formidable ça. On a fait des sacrés progrès dans nos pays développés. Évidemment, l'explication est simple à trouver, je suis sûr que tout le monde a deviné. La Chine. Hein ? La Chine. C'est parce qu'on a de nouveau délocalisé. Donc tout ce qui était gourmand en énergie
on le fait fabriquer par les autres, et nous, évidemment, on est gagnants. Enfin, on est gagnants sur ce plan-là. Bon. Maintenant, si vous regardiez au niveau mondial, eh bien, la pente, enfin, il n'y a pas de problème, ça évolue comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de sortir un peu de cette dictature du PIB et d'introduire ce qu'on appelle l'indice de développement humain, qui a été introduit par un prix Nobel d'économie. Il y a des prix Nobel d'économie qui font des choses intéressantes. Qui a Sen, peut-être connaissez-vous son nom. Donc il s'est dit justement que le PIB, c'était pas un bon indicateur, ou en tout cas n'était pas suffisant pour caractériser le niveau de prospérité et de bien-être d'une société. Donc ça veut dire qu'il a inventé un indicateur qui varie entre 0 et 1 et qui pondère plusieurs facteurs, et très rapidement, il prend en compte, pour mesurer l'état d'une société, le fonctionnement, l'espérance de vie, la santé des individus de cette société, et d'autre part, le niveau scolaire, le niveau d'éducation. Donc ça me paraît vraiment c'est plus que pertinent. Alors, le point, c'est que si on regarde de nouveau comment varie, alors cette fois-ci, l'énergie est en abscisse par habitant, alors c'est en tonnes équivalent pétrole, et vous regardez l'indice de développement humain ici. Alors, vous voyez qu'en gros, si vous tracez ça pour tout un tas de pays dans le monde, ben, vous voyez que ça s'aligne un peu sur cette espèce de courbe qui sature ici, et vous voyez qu'il y a clairement un seuil qui apparaît. Et donc ce seuil en énergie autour de 1,5, eh bien, il correspond, alors en même temps, je vous familiarise avec l'unité que moi j'utilise tout le temps, qui est le nombre de kilowattheures par jour et par personne. Et donc ce seuil, en fait, 50, ben, ça correspond à mon premier diagramme que j'ai montré, à peu près à la moyenne mondiale actuelle. À peu près. Et donc en dessous du seuil, eh bien, vous voyez que ça s'écroule, il y a un effet falaise, et donc ça veut dire que ça ne va pas bien du tout pour l'espérance de vie et pour l'éducation, etc. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour qu'une société fonctionne, eh bien, quel que soit le système politique, eh bien, il faut investir suffisamment d'énergie et de ressources dans le fonctionnement de services publics. D'accord ? Et donc, en revanche, si vous regardez plus loin, ben, vous voyez qu'il y a un effet de saturation. Et après, ben, vous dépensez beaucoup d'énergie par tête, mais l'indice de développement humain n'augmente pas. Alors évidemment, il y a quand même peut-être à considérer ces deux exceptions. La Norvège et le Canada, jusqu'à présent, il y fait quand même froid et noir l'hiver. Donc c'est un aspect à ne pas négliger. Bon. Alors voilà, donc ça c'est un point que je trouve très important, c'est que même si on regarde un indicateur qui n'est pas le PIB, mais qui pondère justement des choses qui sont essentielles pour la vie des sociétés, eh bien, vous voyez qu'il faut impérativement de l'énergie. Donc il faut de l'énergie, des ressources minérales. Il n'y a pas de substitut possible. Alors évidemment, notre planète offre des ressources limitées. On sait. Et donc, mais en tout cas, on ne peut pas concilier. Il y a des limites à la réduction de la consommation d'énergie, d'autant qu'il faut prendre en compte, évidemment, le fait que la démographie nous conduit maintenant à aller vers, ça va, on espère, saturer vers 10 milliards d'habitants, mais ces 10 milliards d'habitants sur la planète, eh ben, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les riches, il faut penser qu'ils vont avoir des besoins. Il suffit de regarder en Afrique les besoins en électricité, par exemple. Bon, et donc il ne suffit pas de dire on va changer le système et pas le climat, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors donc les scénarios énergétiques, je suis dans les clous là juste. Donc les scénarios énergétiques
Le problème des scénarios, c'est qu'un scénario, en fait, il considère un état, un point de départ, il se fixe un objectif et il joue sur un certain nombre de leviers de contraintes pour y arriver. Il fait un certain nombre d'hypothèses. Alors donc je ne vais pas détailler, mais je vais m'intéresser essentiellement à une présentation extrêmement rapide des derniers, ou plutôt des avant-derniers scénarios RTE et de leur mise à jour qui est toute récente. Pour vous montrer, et puis après, j'aborderai les questions importantes. Si on veut plus d'électricité, comment ça fonctionne, un réseau électrique, et quel est le potentiel des sources décarbonées dont on peut disposer. Alors, donc, l'objectif de la neutralité carbone, donc c'est aussi au niveau européen, c'est de baisser les émissions nettes. Alors 2030, mais c'est demain 2030, c'est dans 6 ans. Bon, allez, 6 ans et demi. Il faut baisser de 55%. Donc évidemment, ça ne pourrait se faire que par une baisse drastique de la consommation de fossiles, dont je vous ai dit c'était 60% pour nous, et peut-être un tout petit poil plus dans le reste de l'Europe, mais autour de 60%. Alors les leviers, il faut électrifier avec de l'électricité décarbonée. Donc ça peut être évidemment, il n'y a pas 36 sortes d'électricité décarbonée, hein. Il y a l'hydraulique, mais l'hydraulique il est pratiquement saturé, en tout cas chez nous, même s'il est très important. Les renouvelables, donc les renouvelables électrogènes, solaires, éoliens, quelle temporalité de développement, quels objectifs, quel potentiel, quel problème. Le nucléaire, également, quelle temporalité, quels objectifs, oui, non. La baisse de la consommation finale, ce qui pose évidemment le problème de l'efficacité énergétique et de la sobriété. Donc la différence entre efficacité et sobriété, c'est quand même assez clair. L'efficacité, c'est qu'on ne modifie pas les usages finaux. On continue d'être bien chauffé, de ne pas avoir froid chez soi, mais on a isolé sa maison, on a mis des pompes à chaleur, etc. La sobriété, on accepte d'abaisser de 2 degrés, par exemple, la température. Donc ça, c'est déjà un premier pas dans la sobriété. On ne roule plus en voiture, etc. Donc la condition de pouvoir. Donc il faut bien distinguer entre efficacité et sobriété. Je vais vous montrer un petit exemple et de l'impact que ça peut avoir. Et puis, n'oublions pas les choses qu'on ne peut pas électrifier. Et donc, de la défossilisation de la chaleur. Comment obtenir de la chaleur pour l'industrie en particulier sans utiliser de fossiles. Voilà. Alors ça, c'était la base, les hypothèses de base des scénarios RTE. Je ne sais pas si vous avez regardé ça, il y avait 8 scénarios, enfin au total, mais c'était en gros, il y avait toute une variante depuis selon la consommation, la consommation électrique finale, et suivant que c'était de 100% renouvelable plus nucléaire, avec réindustrialisation, etc., nucléaire poussé au maximum. Bon. Alors, donc en fait, le point important, c'est quand même la réduction de 40% de la consommation d'énergie finale. Hein. Ça, c'était le point clé, et ça, c'est la loi qui est encore... qui a cours encore actuellement, la stratégie nationale bas carbone, et qui va être discutée très bientôt. Et donc vous voyez, on devait passer de 1600, tout à l'heure, je vous ai montré mon diagramme, il était à 1800, et maintenant un peu plus, parce que moi j'ai pris en compte dans l'énergie finale, ce que j'ai dit tout à l'heure, la consommation de combustibles fossiles qui ne sont pas utilisés comme combustible, mais comme matière première pour faire des engrais, pour faire etc. D'accord, pour la chimie. Donc 40%, voilà. Et donc ça, c'est les hypothèses de départ. Et avec une consommation d'électricité qui était vraiment, en poussant au grand maximum, 645 TWh en 2050. Voilà. Et donc je ne vais pas vous décrire ces différents scénarios, il
faudrait expliquer, mais en fait on voit la consommation finale, vous voyez, les 1600, et ça doit... C'est formidable parce qu'à partir du moment où on regarde les trajectoires depuis le point de rupture, les scénarios, c'est des belles droites qui descendent gentiment vers l'objectif. C'est merveilleux. Jamais ça ne se passe comme ça. Et donc voilà, avec l'électricité, avec différents moyens pour le produire, je ne vais pas détailler ça, mais ce que je voudrais détailler, c'est peut-être insister sur, alors justement, ça c'est des données que j'ai prises dans les documents du Shift, c'est à quoi ça correspondrait si on veut atteindre l'objectif, donc en termes de neutralité carbone, en réduisant de façon drastique la consommation de fossiles. Alors, il faut bien mesurer l'énormité du truc, c'est qu'il faut diviser par 5 la consommation de fluides et gaz fossiles, donc pétrole et gaz. Divisé par 5. Mais évidemment, on a des disponibilités limitées en électricité, donc je ne détaille pas. La biomasse, qui était, à mon avis, malheureusement, très malheureusement, considérée comme une variable d'ajustement dans certains scénarios, eh ben, vous allez voir que là, on commence à revenir là-dessus en se disant, non, on va pas pouvoir à la fois faire du bois pour se chauffer, faire du biogaz, faire du... Enfin, non, on ne va pas utiliser plusieurs fois la même biomasse. Donc, il y a des limites. Et donc, la sobriété et l'efficacité, donc je vais prendre un exemple juste après, mais c'est évident qu'il faut regarder par usage, par secteur. Donc, le bâtiment, donc j'ai évoqué tout à l'heure la baisse des températures dans les logements, par exemple, c'est l'exemple que je vais prendre pour vous donner des chiffres précis. La mobilité, les transports, etc. Donc il faut voir de quelle marge de manœuvre on dispose, parce que l'objectif est énorme. Alors pour les transports, par exemple, il faudrait diviser par 5 la consommation résidentielle tertiaire, divisée par 2. Et l'industrie, alors si on diminue l'industrie, après on se retrouve tout nu, on n'a plus rien. Et si on n'a plus rien, on ne va pas compter toujours sur les Chinois. Donc ça, c'est tiré d'une note du Shift Project. Donc je pense qu'il n'y a pas de contestation là-dessus. Alors, ce que j'aime bien, c'est regarder les scénarios. Donc si on confronte ça à la réalité, je ne détaille pas, mais de nouveau, encore ces belles droites. Alors ça, c'était à peu près à l'époque où la fameuse loi de la croissance verte et de la transition énergétique a été votée. Enfin, c'était au même moment, juste avant, où il y a eu les directives européennes. Eh bien, les perspectives pour la diminution d'énergie, c'était, pouf, on descend, comme ça. Alors, c'est pas zéro ici, attention, c'est pour ça que la courbe fait une bosse pareille. C'est pas zéro du tout. Bon. Mais en tout cas, il y avait cette rupture de pente. Mais si on regarde ce qui s'est passé depuis, vous voyez qu'en plus, là, il y a le trou Covid, etc. Mais en gros, si on regarde les derniers chiffres, on est presque toujours sur un plateau. Et donc, évidemment, il va falloir augmenter sérieusement la pente si on veut atteindre l'objectif. Et maintenant, c'est pareil pour les émissions de gaz à effet de serre. Là, on extrapole hardiment. Donc, voilà. Donc, bon, c'est pas si simple, il faut regarder la réalité en face. Alors, je vais vous dire 2 mots sur la mise à jour des scénarios RTE, c'est tout à fait intéressant, parce que, RTE sort de ce choix formidablement ouvert. On pouvait avoir du 100% renouvelable, on pouvait avoir un mélange entre les deux pour ceux qui aiment bien les mix. Et puis on pouvait choisir, il y avait les politiques finalement avaient une marge de manœuvre, ils pouvaient faire leur marché dans les différents scénarios, suivant leurs opinions, bonnes ou mauvaises, sur certaines sources d'énergie électrique.
Maintenant, là, on en est sorti complètement. C'est le retour en face de la réalité. Et donc maintenant, puisque avant on est encore un peu au niveau européen dans le Green Deal, si vous regardez, c'est négawatts en fait. Hein. C'est sobriété, efficacité, renouvelable. Et alors maintenant, changement radical pour RTE, maintenant c'est sobriété, efficacité, renouvelable, plus nucléaire. Et donc, voilà les chiffres. Hein, donc, ils proposent 3 familles de scénarios, mais en fait, qui dépendent plutôt des contraintes extérieures, mais il n'y a pas de grosse différence. Alors, ce qu'il faut retenir, qui est très important, c'est ces chiffres à la louche. L'efficacité énergétique, eh bien, d'ici 2035, hein, c'est pas 2050, on peut gagner 100 TWh au maximum. La sobriété de 25 à 60, je vais vous donner un petit exemple, vous allez voir. Et la production d'électricité, puisque RTE évidemment c'est que l'électricité, hein, soyons clairs, eh bien c'est nucléaire de 360 à 400 et en renouvelable 270, 320. Voilà, et ça c'est basé cette fois-ci sur des études sérieuses de faisabilité et de potentiel. 2035. Alors est-ce que, donc je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails du scénario, en plus je ne les ai pas regardés complètement en détail, mais c'est ça qui est important, c'est ces leviers et l'objectif, donc qui remonte la barre en termes de consommation d'électricité, parce que c'est absolument fondamental si on veut remplacer ces énormes quantités de fossiles qui sont utilisés actuellement. Alors voilà, je vous donne un petit calcul qui a été fait par un ami, dont je signale, c'est Georges Sapie, qui est aussi expert du chiffre. Mais comme Jacques Travers, mais c'est des amis qui sont dans plusieurs endroits. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est... Mais je n'ai pas encore les idées complètement claires là-dessus. J'ai échangé avec Nicolas Raillard et du Shift, ou du Carbone 4 plutôt, et c'est vraiment un point que je trouve extrêmement important, mais qui n'est pas clair, qui est très difficile à clarifier. Alors en tout cas, prenons ce petit exemple. Donc, quelle est la part individuelle et la part collective? Le poids donc c'est vraiment très important de déterminer quel est le poids relatif des décisions individuelles pour les différents secteurs, le résidentiel, le transport, le tertiaire, l'industrie. Alors évidemment, industrie, agriculture, c'est zéro, hein, pour ce qui concerne la consommation d'énergie. En revanche, pour le résidentiel et les transports, évidemment, c'est des postes très, très importants sur lesquels on peut jouer. Une certaine marge de manœuvre. Si vous réduisez la température dans votre logement, ou si vous prenez votre vélo au lieu de prendre une voiture, ça peut changer beaucoup de choses. Alors, ça change de quelle façon? C'est ça la question importante. Alors, prenons ce petit exemple qui, je pense, est très pertinent. Je n'ai pas fait de calcul pour les transports, mais si vous abaissez la température de consigne de 21 à 19 degrés pour tous les logements en France, eh bien, ça vous fait en gros moins 14% de réduction des déperditions thermiques. Et donc, au total, qu'est-ce que ça fait par rapport à ces 29% ici et au poids de cette réduction? Ça fait 4% du total de l'énergie finale. Si vous ajoutez, et vous pouvez le faire qu'une fois, vous n'allez pas gagner chaque année 4% moins. Hein. Ou alors vous passez de 19 à 17 degrés, ensuite 17 à 15, etc. Et si vous ajoutez le tertiaire, qui est évidemment un poste important aussi, vous arrivez à un total de 5,3%. Et donc ça vous montre une chose, c'est que si vous voulez aller plus loin, il faut absolument actionner le levier de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire faire de l'isolation thermique.
Parce qu'à ce moment-là, vous faites de l'isolation thermique, vous consommez moins, et vous pouvez combiner évidemment avec la diminution de température. Clair. Mais si là, vous pouvez réduire de 40% les pertes. Alors, c'est une hypothèse un peu haute, parce qu'il faut imaginer que vous allez réduire de tout le parc de logement en France de 40% les pertes. C'est colossal. On voit les difficultés qu'on a actuellement, alors que c'est un point qui devrait être ultra prioritaire. On voit les grosses difficultés pour faire de la rénovation thermique du logement. Et donc, au total, vous arrivez à 15% en gros. Donc si vous ajoutez la sobriété et l'efficacité, ça vous fait, grâce au logement tertiaire plus résidentiel, ça vous fait en gros 20% d'économie d'énergie finale. Donc on n'est encore pas à la division par 2 que j'évoquais tout à l'heure, ou même pas. Bon. Vous voyez ? Oui. Oui. Dans votre hypothèse de réduction de température dans le logement, on diminue la température de 2 degrés. Oui. Et vous considérez, vous annoncez qu'il y a une perte de 15% au moins d'énergie perdue. Oui, c'est en moyenne. Mais ça veut dire que dans l'hypothèse, il n'y a pas d'isolation dans votre modèle, il y a une isolation de base dans le bâtiment qui perd en de température. Non, mais c'est sans engager de travaux supplémentaires sur le parc actuel. Donc c'est pour ça que si je fais en plus de l'isolation, là je gagne 40% en moyenne sur tous les logements, et donc j'additionne l'efficacité et la sobriété. Donc je maintiens la diminution de température de consigne et j'ajoute de l'isolation. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment de regarder le gain en termes d'émissions de CO2. Et c'est là où ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que si vous regardez les émissions de CO2, donc avec les mêmes secteurs, résidentiel, transport, tertiaire, et ben, vous voyez que là, le poids relatif il n'est plus que de 17%, 20%. Et au total, 37%. Il diminue, mais malgré tout, peut-être difficile à comprendre, malgré tout, c'est plus efficace. C'est plus important. Parce que l'impact est absolu, est à ce moment-là direct. L'impact des décisions individuelles sur les émissions de CO2. Parce que, évidemment, dans le cas précédent pour l'énergie, eh ben, il y a le problème de l'isolation thermique, etc. Ça, c'est compliqué parce que ça demande les transports aussi. En termes de consommation d'énergie, il faut des infrastructures, il faut des choses qui ne dépendent pas uniquement de la décision individuelle. Alors qu'au niveau de ces émissions de CO2, là c'est direct. Voilà. Donc en fait, ce qu'on observe, et qui est très important à mon avis, c'est que le gain qu'on va faire sur les consommations d'énergie, et donc ce qu'on va économiser en fossiles, eh bien, il faut absolument l'utiliser pour financer la recherche-développement, pour s'assurer des progrès technologiques qui vont jouer le rôle essentiel pour les progrès dans l'isolation thermique, dans les transports, etc. Donc il ne faut pas imaginer que ces gains qu'on va faire, ils vont ça va être des gains absolus, mais il faut absolument les réinvestir en capital pour faire de l'innovation technique. Ça, c'est fondamental. Voilà, alors, le dernier point. J'ai jusqu'à quelle heure? Encore 20 minutes à peu près. Non, ça va. Donc, le dernier point que je voudrais aborder ici, par rapport à ces histoires de sobriété versus efficacité, c'est justement un point très délicat, à mon avis, qui concerne l'estimation de l'empreinte carbone et de la responsabilité individuelle dans cette empreinte carbone. Alors, vous voyez tout de suite ici que
ça sort de Carbone 4, donc d'une bonne maison, les chiffres sont incontestables, mais ils ne me plaisent pas. Je vais vous dire pourquoi, et souvent c'est le point sur lequel j'échange en ce moment avec Nicolas Raillard, qui est à l'origine à Carbone 4 de ces données. C'est que d'une part, vous voyez que la part de l'alimentation et de l'agriculture devient énorme, elle devient plus importante que la part du chauffage. Et donc presque aussi importante que les transports. Et donc, pourquoi? Parce que, et c'est tout à fait correct, parce que ici, il ne s'agit pas des émissions de CO2, mais il s'agit des équivalents CO2. Et naturellement, pour ce qui concerne l'alimentation de l'agriculture, on a pris en compte l'équivalent CO2 des émissions de méthane et d'oxyde d'azote. Donc évidemment, c'est ce qui fait, comme le méthane est un gaz à effet de serre encore plus méchant, mais à beaucoup plus courte durée de vie dans l'atmosphère que le CO2, eh bien c'est ce qui fait que ce poste d'alimentation est très, très augmenté et atteint 20%. Alors pourquoi ça ne me plaît pas? Eh bien parce que le risque, c'est de relativiser là-dedans le poids de la combustion des fossiles, qui, à mon avis, est vraiment ce qui est nouveau à partir de la révolution industrielle et dont on doit absolument se débarrasser. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des progrès grâce à la sobriété dans ce poste ici alimentation, mais il ne faut pas surtout perdre de vue l'importance du poste combustion des fossiles. Alors il y a aussi autre chose, et là c'est encore plus gênant par rapport à ces chiffres. Et ça c'est vraiment pas très clair. C'est, vous avez entendu parler peut-être de ce qu'on appelle énergie grise. En fait, c'est tout ce qui est importé. Donc vous importez des marchandises, mais les marchandises, elles sont fabriquées à l'autre bout du monde, et les émissions de carbone, elles sont faites à l'autre bout du monde. Donc la question, c'est comment dans cette empreinte carbone, on prend vraiment en compte l'énergie, enfin les émissions grises, donc qui sont faites ailleurs. Et ça, c'est vraiment des usines à gaz, c'est très compliqué. Et d'autre part, ce qui est également un autre problème, c'est quelle est la répartition pour cette énergie grise, la répartition entre biens de consommation individuels, éventuellement, peut-être on met beaucoup l'accent là-dessus, les gadgets qui servent à rien, qui viennent de Chine ou de Corée, pour être gentil, mais quelle est la part de la consommation collective indispensable? C'est-à-dire, on fait venir des matières transformées, des aciers, des trucs qui servent aussi bien pour faire des infrastructures chez nous, et pas seulement pour fabriquer des smartphones qu'on jette au bout d'un an. Donc il faut faire très attention à cette répartition, ce calcul de la répartition entre consommation individuelle et consommation collective pour ce qui est importé. Donc ça, c'est un point très important, je trouve. Et en fait, je dirais que les études détaillées sont en cours, et c'est vraiment un sujet qui est compliqué. Alors, pour le coup, voilà un excellent sujet pour des jeunes économistes. Donc, le travail est en train d'être plus ou moins d'être fait. Enfin, je ne vous montre pas les diagrammes de Sankey qui montrent les flux entre importation et exportation, c'est terrible. Bon, donc en tout cas, en gros, en conclusion, c'est que la sobriété comportementale, donc ce qu'on appelle sobriété comportementale, on peut sur les émissions de gaz à effet de serre, sur l'empreinte, on peut gagner 25%. Mais avec ces 25%, on n'est pas encore assez loin pour dire qu'on va atteindre la neutralité carbone, donc en se débarrassant des combustibles fossiles. Donc évidemment, c'est là qu'arrive le débat sur... parce que moi, je suppose qu'on ne va pas faire de décroissance, parce que la décroissance, au-delà de la sobriété supportable, ça devient extrêmement, à mon avis, extrêmement dangereux, parce que s'il y a appauvrissement collectif, eh bien, à ce moment-là, c'est nos sociétés qui risquent de s'écrouler. Donc,
il faut faire de la sobriété, il faut faire beaucoup. Alors la répartition sobriété-efficacité énergétique, en gros, c'est 20%, 80%. L'exemple que j'ai donné pour le logement, on avait 5% sur la sobriété et 15%, c'est un facteur 3. Bon, c'est à peu près ce qu'on peut compter. Bon, alors j'avance parce que sinon je n'aurai pas le temps. Alors, parce que je voudrais rapidement, j'ai jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 20, 18h20. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir un débat. Oui, absolument. Donc, je voudrais essentiellement vous parler quand même si j'ai dit au début qu'il fallait surtout s'intéresser à la chaleur, je voudrais quand même vous dire deux mots de l'électricité parce que cette histoire de réseau électrique, ça pèse beaucoup et à mon avis, ça tranche complètement le débat entre renouvelables, 100% renouvelables, 50% nucléaire, etc. J'y viens. Alors, donc la question qu'il faut se poser, c'est quel est le potentiel réellement accessible. Finalement, le rapport RTE, il répond assez bien, les derniers. Donc le potentiel réellement accessible des énergies de flux, donc c'est le soleil, le vent. Et quelles contraintes est-ce que ça pose en termes de gestion de réseau électrique et le problème du stockage, donc je dirais deux mots, juste avant. Et donc, il y a un point que je voudrais quand même évoquer, qui est l'impact sur les ressources minérales. Il ne faut surtout pas oublier que, alors évidemment, il y a des gens qui parlent habituellement du jour, du grand dépassement, etc. Il y a les objectifs, les ressources, je ne sais plus combien il y a de trucs, j'ai encore entendu ça il y a peu de temps. Mais en fait, le problème des ressources minérales, c'est un problème crucial. Vraiment crucial. Alors, donc, je vous donne, vous avez tous entendu parler au niveau européen de ce projet en éolien en mer du Nord, et de l'éolien offshore, donc 30 à 40 000 turbines. En fait, maintenant, ils sont passés à... Non, avant c'était 150 gigawatts, c'est toujours ça, j'ai changé mes chiffres. Donc, oui, alors celui-là, je ne l'ai pas changé, peut-être, justement. Bon, parce que c'était avec les 150 gigawatts. On peut produire en gros 550 TWh d'électricité avec cet énorme projet. Vous voyez, donc de turbines. Alors qu'est-ce que c'est 550 TWh? C'est la consommation actuelle en France, en gros, en Allemagne, à des pouillets près, enfin à 10% près, de la consommation électrique. Donc, il ne faut pas oublier que la consommation d'énergie finale en Europe, c'est 13 500 TWh. Et 3300 TWh d'électricité. Donc, cet énorme projet, il nous emmène encore loin du compte, et vous allez voir, si vous regardez quelle est la consommation de combustibles fossiles pour l'Union européenne, c'est 15 000 TWh. Et donc, si vous transformez en hydrogène par électrolyse, c'est 550 TWh, vous allez avoir 10 millions de tonnes d'hydrogène, 350 TWh, et c'est la consommation actuelle d'hydrogène en Europe. Donc, on n'est pas du tout dans les bonnes échelles en développant l'éolien, pour obtenir ce dont on a impérativement besoin. D'ailleurs, on voit bien les débats actuellement en Allemagne avec les industriels qui s'inquiètent de ne plus avoir de gaz russe à bon prix. Alors, c'est juste des ordres de grandeur. Par exemple, en France, le parc éolien offshore, on est à un objectif à terme de 140 TWh. Vous voyez, les ordres de grandeur sont, par rapport aux 1800 TWh d'énergie finale, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Alors, donc, c'est bizarre ça. Donc, je ne vais pas vous balancer trop de chiffres. Enfin, il y en a beaucoup, mais ce que je voulais, il faut regarder juste la dernière ligne. En fait, si vous cumulez, en poussant tous les curseurs au maximum, tous les renouvelables, donc le solaire photovoltaïque, l'éolien en mer, l'éolien terrestre,
Je n'oublie pas évidemment l'hydraulique que j'ai mis, je ne sais plus où. Voilà, je l'ai mis en haut. Eh bien, c'est 60 TWh, on n'ira pas au-delà. Eh bien, vous arrivez à un total de renouvelables de 600 TWh et on est loin des 1900, 1800, 1900 TWh d'énergie finale. Alors, sur la biomasse, je ne vais pas en dire plus, mais en gros, le maximum, 250 TWh, c'est déjà le bout du monde. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, même si évidemment on peut optimiser, et il faut le faire, optimiser l'exploitation de la biomasse. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je voudrais, et c'est un peu la diapo centrale de ma présentation, je voudrais vous faire comprendre pourquoi les Allemands sont dans la muise et pourquoi le 100% renouvelable pour l'électricité ne peut pas marcher sans avoir du gaz, du charbon à côté. Pourquoi ? Eh bien, je vous dis tout de suite la réponse. C'est parce que un réseau électrique, il doit être en permanence en équilibre entre la demande et l'offre. Bon, alors évidemment, la demande ne suit pas les mouvements du vent ni le soleil. Vous savez bien. Mais c'est crucial pour un réseau électrique puisque sur l'échelle du quart d'heure, disons, il faut impérativement qu'il y ait toujours équilibre entre les deux. Donc, comme les renouvelables sont intermittents et que vous n'êtes pas garanti que vous allez pouvoir fournir au moment où le réseau en a besoin, il faut impérativement avoir des centrales pilotables qui peuvent être démarrées à la demande pour assurer l'équilibre du réseau. Parce que, pour le moment, et le gros problème, j'y viendrai très rapidement, on n'a pas de possibilité de stockage de l'électricité en dehors du stockage hydraulique qui est utilisé déjà, mais qu'on ne peut pas développer comme il le faudrait. Et donc, ce que vous observez sur ce diagramme, qui est très important, à gauche, vous avez l'histoire de la production d'électricité, des puissances installées depuis 2003. Non, 1900, oh là là, mais je ne vois pas faire. Depuis 1991, jusqu'en 2021. Et donc, vous voyez que le jaune, ça correspond aux énergies renouvelables, solaire plus éolien. Et donc, ça grimpe formidable. Hein. Moi, je vivais en Allemagne au moment où, en 2002-2003, où il y a eu vraiment le coup de boost sur l'éolien. Surtout, j'étais en nord d'Allemagne, j'ai vraiment vu ça de près. Et puis, vous voyez que là, le nucléaire, maintenant, il est à 0, le bleu. Mais alors, ce que vous remarquez, c'est que les centrales, ce qu'on appelle thermiques à flamme, donc les centrales thermiques qui brûlent du charbon, du braunkohle, du lignite ou du gaz, ça reste constant. Alors, ça, c'est quand même intéressant. Pourquoi ça reste constant ? Justement, parce qu'à cause de ce que je vous disais juste avant. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, la voici, c'est que maintenant, si vous regardez la production d'électricité, la production par tous ces moyens installés, vous voyez que le thermique à flamme qu'il a, donc il diminue, hein, vous voyez, à partir du moment où la puissance installée de renouvelables est suffisamment augmentée, et vous voyez qu'il y a une rupture, en fait, ça augmente, ça en éolien plus solaire, c'est cette courbe-là, photovoltaïque, et le solaire tout seul, c'est là. Donc vous voyez qu'évidemment, la somme des deux, ça a bien augmenté. Il y a effectivement beaucoup d'électricité renouvelable, solaire et photovoltaïque et éolien, qui est produite. Elle est produite, mais, et vous voyez bien une décroissance
de la consommation, enfin, de la production d'électricité produite par des fossiles. Ça diminue. Mais malgré tout, vous êtes obligé d'avoir ces centrales. Et ça, c'est extrêmement gênant. C'est un peu comme les voitures hybrides. Vous avez une batterie, mais elle est trop petite pour vous pouvoir vous passer du réservoir de carburant qui vous permet d'assurer le relais quand la batterie est déchargée. Et donc vous êtes obligé d'avoir un double système et la puissance pilotable, là, en gros, en Allemagne, c'est 90 gigawatts. Donc ça veut dire que si vous développez à fond les renouvelables, très bien, mais vous devez avoir une puissance pilotable décarbonée qui permet d'assurer l'équilibre du réseau. Alors donc, il n'y a pas 36 possibilités pour du décarboné. Vous avez ou bien l'hydraulique ou bien le nucléaire. Sinon, vous faites comme les Allemands font. Alors évidemment, le charbon, c'est moins souple, puis non, pardon, pas des dégâts. Mais donc la solution qui est la plus développée, et c'est pour ça qu'ils ont défendu le gaz comme étant, dans la taxonomie européenne, comme étant vert, tout simplement parce qu'ils sont obligés d'investir pour construire des centrales thermiques au gaz, en disant qu'après, ils brûleront de l'hydrogène dedans. Alors, j'y viendrai juste après. Mais bon, pour le moment, c'est du gaz. Et donc voilà. Donc on ne peut pas faire fonctionner un réseau électrique au niveau européen ou dans un pays d'Europe si on n'a pas une puissance pilotable décarbonée qui compense, enfin, pas décarbonée ici, mais on est obligé d'avoir la puissance pilotable nécessaire. Ce qui est évidemment pris en compte aussi dans les calculs de RTE. Voilà. Alors bon, je ne vais pas développer ça parce que je n'ai pas le temps, mais il y a tout un tas, on nous dit, parce que c'est le seul argument que je vois avancé par des tas de gens, par des économistes évidemment, qui disent, oui, le coût baisse, donc c'est formidable. Mais il ne suffit pas que le coût baisse d'une denrée pour qu'il y en ait pour tout le monde et qu'il y en ait tout le temps pour tout le monde. Donc je passe, je n'ai pas le temps de détailler ça. C'est pareil pour le nucléaire. Non. Pourquoi? Oui. C'est pas du tout la même question. Alors, là j'ai un truc qui me paraît très important sur les ressources minérales, mais je n'ai pas le temps de le développer. S'il y a des questions, j'en parlerai. Parce que la question se pose aussi pour le nucléaire. D'accord? Alors, voilà. Donc, je voulais juste monter un truc, parce qu'on parle beaucoup d'autoconsommation, je peux encore montrer ça quand même. L'autoconsommation, il faut s'en méfier parce que c'est une dénomination purement commerciale qui est proposée par les fournisseurs d'électricité actuellement, mais ça ne correspond pas à de la vraie autoconsommation au sens physique. Pourquoi? Si vous regardez ce que consomme un foyer français chaque année, c'est en gros 4 ou 5 mégawattheures d'électricité. D'accord? Ce qui n'est évidemment qu'une fraction, comme je le disais tout à l'heure, de la consommation totale. Donc vous dites, oui, je mets 3 panneaux, 20 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur mon toit, et formidable, je produis, et c'est vrai, je produis à la fin de l'année autant d'électricité que j'en consomme. Le problème, c'est que cette électricité, elle n'est pas produite forcément quand vous en avez besoin. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait stocker. Et si vous calculez le stockage, alors je vous fais grâce de ce calcul, mais qui est absolument... il n'y a rien à dire là-dessus, c'est comme remplir un réservoir d'eau à partir de l'eau de pluie et avoir un débit régulier toute l'année, donc c'est ça. Il vous faudrait 1 mégawattheure de stockage, en gros le quart de ce que vous consommez. Et stocker 1 mégawattheure d'électricité, ça vous fait 50 batteries de voiture. Donc, vous voyez tout de suite les dégâts en termes de, ne parlons pas du lithium,
nécessaire, mais en tout cas, donc la véritable autoconsommation, ça marche pas. Donc ce qu'on vous vend actuellement, c'est de l'autoconsommation si vous êtes raccordé au réseau. Alors, les problèmes de stockage, donc les batteries, il faut oublier parce que c'est pas du tout à la hauteur des besoins qui sont énormes. En fait, il faut mesurer, mais il faut avoir vraiment dans la tête des ordres de grandeur en termes de stockage. Donc la seule possibilité de faire du stockage, évidemment, c'est l'hydraulique, mais malheureusement, les travaux de génie civil sont considérables et on est pratiquement à la saturation. On peut augmenter un peu. Alors évidemment, il y a le mirifique hydrogène. Donc si j'ai encore le temps de dire 2 mots sur l'hydrogène, et puis je termine dans 5 minutes. Alors l'hydrogène, ben oui, et puis maintenant c'est même plus la peine d'en fabriquer par électrolyse, puisqu'on en a des réserves pharaoniques dans le sous-sol de Fort. Bon. Alors le problème, c'est que l'hydrogène, on en utilise déjà actuellement, beaucoup, 1 million de tonnes en France et 10 millions au niveau européen et 100 millions dans le monde par an, 100 millions de tonnes, et donc on l'utilise comme matière première, pas pour des applications, des usages énergétiques. Donc le deuxième objectif, une fois qu'on a décarboné le premier usage, ce qui n'est encore pas fait, puisque actuellement il y a 97%, on produit l'hydrogène industriel à partir du méthane, donc à partir du gaz. Et puis alors le rêve, c'est l'intégration des renouvelables dans le mix électrique, justement, pour gérer ce problème de l'intermittence qui est quand même terriblement poisonneux. Alors, donc je vais pas, ça je passe parce que c'est pas la peine. Retenez juste un chiffre, un nombre de cette affaire-là. Si vous avez 3 jours en France sans vent ni soleil et que vous avez un réseau 100% renouvelable, d'accord ? Eh bien, il vous faut pouvoir générer 5 TWh pendant ces 3 jours. Et ces 5 TWh, vous allez les produire en mettant en route 70 centrales thermiques de 1 gigawatt. D'accord ? Obligatoire parce que vous devez alimenter le réseau avec le débit maximum. Et donc c'est ça qui explique pourquoi vous devez avoir une puissance pilotable sur un réseau qui correspond au débit maximum. La puissance, c'est le débit maximum que le réseau doit fournir. Sinon, c'est blackout. Alors, qu'est-ce que vous allez... Si vous faites ça par électrolyse, vous avez besoin de produire 250 000 tonnes d'hydrogène pour 3 jours. Je vous ai dit que la consommation actuelle en France, c'était pour l'industrie de 900 000 tonnes. Oui, en gros, presque 1 million de tonnes. Donc vous voyez, en 3 jours, vous faites déjà une quantité énorme et avec un rendement évidemment qui n'est pas top. Donc le choix, en fait, c'est pour équilibrer le réseau électrique, vous n'avez pas trop le choix. C'est ou bien des gaz fossiles, ou bien du nucléaire. Et également pour produire l'hydrogène dont on aura besoin. Bon, et alors le problème, c'est que, encore 2 mots sur l'hydrogène et les électrolyseurs, c'est que les électrolyseurs, ça coûte de l'argent pour les construire, il faut les optimiser, si vous voulez rendre le coût compétitif. Et pour optimiser des électrolyseurs, il faut qu'ils marchent plein pot toute l'année, et la seule façon, c'est qu'ils soient alimentés par le réseau électrique, et pas en les connectant à des panneaux solaires. Et puis d'autre part, je n'ai pas le temps d'expliquer les différentes technologies d'électrolyseurs, mais bon, c'est un point aussi important. Donc je dirais que pour l'hydrogène, en fait, le vrai débat, c'est ou bien on fait, c'est ce que prévoient les Allemands, ou bien on prévoit des importations massives d'hydrogène qui sera produit dans des pays bien ensoleillés. Mais bon, donc ça veut dire qu'en termes de souveraineté économique, c'est formidable. Ou bien évidemment, il y a
procédés innovants qui sont tout à fait prévus en développement, de faire des réacteurs nucléaires à haute température qui seront, à mon avis, la seule façon intéressante de produire l'hydrogène dont on aura besoin, parce qu'il va falloir se passer de ces foutus carburants fossiles. Voilà. Alors donc, première conclusion, et on arrive à la fin. Première conclusion, c'est que l'approche sobriété, efficacité, renouvelable, vous connaissez tous ce diagramme, ça ne marche pas, parce que ça ne garantit pas les conditions nécessaires que je trouve très bien posées par le Conseil mondial de l'énergie. Je vous invite à regarder leur site, j'ai aucune action là-dedans, mais qui définit, en fait, il faut, c'est comme pour un tabouret avec 3 pattes, pour qu'il tienne en équilibre, il faut que normalement à 3 pattes ça suffit, hein, mais il faut que les pattes soient quand même à peu près de la même longueur. Et donc, le premier point, c'est la sécurité, donc la capacité de répondre à la demande et aux risques, tous les risques de rupture d'approvisionnement. Ensuite, et ça c'est un point fondamental, il faut une équité d'accès pour tous aux ressources énergétiques. Et point pour lequel je pourrais discuter pour le nucléaire, et je pourrais en discuter, celui de la durabilité, c'est-à-dire le problème de l'impact environnemental minimum. Donc ça vaut pour toutes les procédés de production d'énergie. Et voilà, ce sont mes conclusions. Ah oui, juste un petit mot avant les slides de conclusion, c'est qu'il ne faut pas oublier pour les besoins en chaleur la cogénération. Et donc c'est quelque chose qui commence de se développer, mais il faudrait la développer en particulier pour les besoins industriels à très grande échelle. Et donc ce que l'on ne fait pas actuellement, parce qu'actuellement, c'est le problème d'ailleurs des centrales nucléaires en particulier, c'est que la chaleur qui est nécessairement rejetée lorsqu'on convertit de la chaleur en électricité, cette chaleur est perdue. C'est pour ça qu'on l'appelle chaleur fatale, mais il y aurait des moyens de récupérer cette chaleur pour la valoriser pour les processus qu'on ne peut pas électrifier. Et donc, je passe là-dessus. Oui, je conclue. Donc, la conclusion, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit avant, c'est qu'il est illusoire de compter sur une décroissance globale de la consommation globale, c'est-à-dire mondiale, pour atteindre la neutralité carbone, parce qu'il y a trop de pauvres gens sur Terre pour que globalement on puisse avoir une diminution globale. Alors, ce qui ne veut pas dire que nous, on ne doit pas essayer de diminuer. Hein. Mais globalement, ce n'est pas possible. Et la deuxième grave illusion, ça serait de prendre les énergies renouvelables intermittentes électrogènes pour une panacée. Donc évidemment, elles sont utiles, mais elles ne pourront pas se substituer aux ressources fossiles, donc au gaz, au pétrole, au charbon. Je ne vais pas revenir sur les critères que je n'ai pas détaillés. Donc, en France, où l'électricité est déjà décarbonée, mais où on n'en produit pas assez par rapport aux objectifs, évidemment, le problème, c'est de développer nos sources de production d'électricité renouvelables et nucléaires, de façon à ce qu'on puisse avoir un réseau qui soit stable et qui fournisse les quantités dont on aura besoin. Et le deuxième enjeu, évidemment, c'est la défossilisation des usages de la chaleur, dont j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, moi je dirais que la trajectoire subie pour le moment elle n'est pas bonne, puisqu'on est toujours sur une espèce de plateau. Donc, c'est un vrai problème. Et donc déjà, en France, la vraie priorité, ça doit être donné, à mon avis, mais ce n'est pas le cas, aux renouvelables thermiques, parce que, évidemment, c'est tellement plus facile d'installer du photovoltaïque. Mais le photovoltaïque, c'est un point de vue personnel, c'est qu'il vaudrait mieux le donner aux Africains. Ça serait beaucoup plus efficace pour le bilan carbone de la planète. Voilà, alors évidemment, il faut absolument mettre le paquet sur le solaire thermique, les réseaux de chaleur, les pompes à chaleur, etc. Et donc, ça rejoint ce que je viens de dire, il est impératif d'aider les pays du Sud
à recourir aux énergies décarbonées. Et pour les pays du Sud, évidemment, le solaire, le photovoltaïque est parfaitement pertinent, plus pertinent que chez nous. Et parce que l'objectif fondamental, c'est évidemment d'éviter le recours aux combustibles fossiles. Et on sait bien que les pays en voie de développement, ils commencent déjà par brûler des combustibles fossiles. Après avoir brûlé leur biomasse et donc leur couvert forestier dont ils ont pourtant impérativement besoin. Merci, voilà. Je suis prêt à répondre. Vous présentiez le renouvelable en disant que ce n'était pas intéressé, que ça ne suffisait pas. Et oui, ok, il faut une puissance pilotée, on est d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire, le renouvelable? C'est ça que je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est ce que je comprends en vous écoutant, en disant 100% nucléaire et pas renouvelable. On peut avoir le mix. Non, parce que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que j'ai mis le mot dans la slide qui présentait les systèmes, j'ai mis le mot temporalité. Et le gros problème auquel on a déjà à faire face, c'est celui du temps nécessaire pour développer les renouvelables et développer le nucléaire. Les échelles de temps ne sont pas les mêmes. Et en plus, le montant maximum de potentiel ce qu'on va pouvoir atteindre comme objectif est différent pour les deux. Donc il faut prendre en compte, évidemment, quand on construit un scénario, eh bien, il faut absolument prendre cette dimension temporelle en compte. Puisque ça veut dire qu'il ne faut pas faire le renouvelable, c'est ça que je comprends pas. Mais non, c'est pas du tout ce que je veux. Ok. Donc, mais non, je dis simplement que dans le scénario, la répartition entre les deux, au fur et à mesure qu'on va construire des installations, soit de renouvelables, soit de nucléaire, la répartition va évoluer au cours du temps, puisque il est plus rapide, j'espère, d'installer des éoliennes que de construire une centrale nucléaire. Mais le problème, comme je l'ai montré, c'est que le potentiel, ce qu'on va pouvoir atteindre comme production avec... Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? Comment? Est-ce qu'il faut quand même le faire ou pas? Mais vous voulez... J'ai l'impression qu'il ne faut pas le faire, c'est ça qui... Mais vous ne comprenez pas du tout. On a, excusez-moi, mais on a des besoins à assurer en termes de consommation d'électricité. Et donc, il faut qu'à un moment donné, sur l'échelle de temps, on soit sûr d'avoir la quantité d'électricité nécessaire pour le réseau. Et donc, selon le stade de développement des différentes installations, ou bien on aura plus de renouvelables ou plus de nucléaire, mais il faut bien il faut bien prendre en compte les besoins du réseau. Alors, là où mon point de vue diverge certainement avec ce qu'on a beaucoup entendu, c'est que, d'ailleurs même au niveau de la Commission européenne, quand on dit « oh bah oui, le nucléaire, c'est provisoire, on est obligé d'en avoir pour le moment, mais les renouvelables vont se développer, les prix baissent, etc. » et donc on en aura assez, et après on pourra se passer du nucléaire. Alors ça n'est pas du tout mon point de vue. Je pense que le nucléaire n'en est qu'à son début, et que, justement, les renouvelables, il y a deux inconvénients. Il y a d'une part qu'il n'y en a pas assez, et que ça consomme beaucoup de ressources matérielles pour les construire, même si ça se construit plus vite. Et le deuxième, gros inconvénient, c'est les problèmes d'équilibre de réseau électrique. Le nucléaire, il y a deux problèmes. Le nucléaire, il y a le problème des déchets, et le deuxième, c'est le problème de l'épuisement de l'uranium. D'accord? Donc, il faut aussi rendre le nucléaire durable. Or, les pistes sont tout à fait claires. La piste vraiment claire, et malheureusement on a pris du retard en France maintenant, d'autres avancent plus vite, c'est de développer des réacteurs dits de 4e génération où on est capable de brûler autre chose que l'uranium 235, je n'ai pas le temps de développer ça, mais qui est très limité, puisque c'est que 0,7% de l'uranium naturel, et que si on continue le nucléaire sans développer cette filière
eh ben, on n'aura plus du tout le stock nécessaire pour démarrer les réacteurs de 4e génération. Donc là, ce sera la catastrophe parce qu'on sera le dos au mur. Donc il y a ce premier point, c'est l'épuisement des ressources d'uranium qui disparaît, ce problème disparaît complètement en développant les réacteurs de 4e génération. Et d'autre part, le problème des déchets qui se résout presque complètement, puisque dans les réacteurs de 4e génération, on brûle ce qui actuellement constitue la partie la plus dangereuse des déchets, c'est-à-dire les actifs mineurs qui sont les produits des réactions de fission et qui sont les plus longues, très très longues durée de vie et à très haute activité. Donc, on va produire d'autres questions. Alors, je pense qu'il y a peut-être d'autres questions. Alors, moi je veux préciser la position du Shift Project et des shifters par rapport à ça, c'est qu'il faut développer les énergies renouvelables et le nucléaire. On le dit dans la même phrase qu'il faut développer les deux. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Notre position, c'est développer les deux. Moi j'ai essayé de faire comprendre qu'il y avait un problème. Mais oui, mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas tout construire à la fois. Donc il y a un problème, quand on construit un scénario, il faut imaginer. Alors question, vas-y. Oui, alors question et réflexion. Sachant que la France, au niveau mondial, produit 0,2 pour 1000, pas 2%, 0,2 pour 1000 de CO2, est-ce que ça vaut le coup de s'exciter comme ça sur la production de CO2? Tout en sachant que si l'on veut, c'est très bien d'un point de vue individuel d'isoler les maisons et les immeubles, mais on sait que la production d'énergie utilisée pour fabriquer de la laine de verre ou de la laine de roche est supérieure à celle qu'on en économise, d'autant plus qu'on ne sait pas quoi faire de ces déchets. Donc effectivement, le problème se pose au niveau de la consommation d'énergie. Donc là, j'ai deux pistes. Soit on s'engage vers ce que nous proposait, pour les plus anciens, ils connaîtront certainement ce qu'on proposait René Dumont, c'est-à-dire une sobriété heureuse, donc c'est une proposition, c'est aller vers l'an 01, c'est un film qui a été produit dans les années 70, qu'on trouve sur YouTube, donc une décroissance heureuse, ou soit ce que propose le professeur Dyson comme les aspirateurs, vous allez voir sur Internet, soit de capter l'énergie des étoiles. Ce sont les deux seules solutions que je trouve intéressantes. Mais non, justement, pour moi, je dois dire, excusez-moi de vous répondre aussi brutalement, mais ces propositions ne m'intéressent pas parce qu'elles sont absolument chimériques et donc elles n'ont à cause de ça strictement aucun avenir. Or, il y a un point fondamental, même si vous ne croyez pas à l'utilité de se débarrasser de CO2, il ne faut quand même pas oublier le point fondamental de notre dépendance totale à cause des fossiles avec des pays qui produisent du gaz et du pétrole. Et donc il y a un enjeu pour l'Europe, pas seulement pour la France, de souveraineté énergétique qui est absolument fondamental. Et ça, c'est uniquement grâce à nos renouvelables et à notre nucléaire qu'on pourra alléger notre dépendance. Voilà. Et c'est pas en consommant, je ne sais pas quoi, des peanuts. Ça connaît Shadok. Une question, est-ce que la fusion nucléaire, ça semble une piste intéressante et sérieuse également en matière de production de... Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas une piste sérieuse, d'autant qu'il y a des avancées actuellement, grâce à des... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grâce aux supraconducteurs en température, etc. Mais de toute façon, dire qu'il faut attendre la fusion et avant de faire autre chose, c'est pas raisonnable. Donc, je pense que moi qui n'ai jamais travaillé dans le domaine de la fission, je pense, après avoir regardé les choses de façon approfondie, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le développement des réacteurs de 4e génération. Ils sont vraiment... Il faut savoir quand même que les réserves d'uranium naturel dont on dispose en France, d'uranium appauvri dont on dispose en France, eh bien, ça nous assure plusieurs milliers d'années d'autonomie, à condition évidemment de disposer des réacteurs pour le brûler. Je voulais poser la question sur le sujet des freins concernant les énergies renouvelables. Outre l'énergie grise pour
la fabrication de ce matériel éolien, panneaux photovoltaïques, il y a aussi un impact non négligeable au niveau de la biodiversité et au niveau aussi de la surveillance et de la défense du territoire. Notamment, il faut savoir qu'un champ d'éoliennes gêne les propagations des ondes électromagnétiques, notamment des radars. Je le sais parce que j'ai un fils qui travaille à l'armée de l'air et empêche cette surveillance du territoire au niveau... voilà, donc ça pose un problème, c'est un fait. Alors ça, il faut le savoir. Et donc il y a un champ d'éoliennes qui a été construit avec la promesse de refaire un radar intermédiaire. Et quand les producteurs d'énergie ont vu le coût d'un radar, ils ont laissé tomber. Et donc, par exemple, il y a une zone blanche qui s'est développée suite à un champ d'éoliennes. Ça, il faut le savoir. Deuxième point, c'est au niveau du problème biodiversité. Donc, on parle de méthaniseurs, on l'a vu là sur le développement. Ce qui a été constaté quand on fait l'inventaire de la flore permanente sur la Lorraine, là où il y a des méthaniseurs, il y a une forte baisse de la biodiversité avec un retournement de prairies permanentes, destruction de haies et de forêts supplémentaires par rapport au remembrement foncier. Ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte aussi. Et dernier point, donc il faut savoir que ces méthaniseurs, justement, bon, c'est bien, c'est une bonne idée, c'est d'utiliser les déchets animaux, mais pour une quantité de liquide, de poids total de purin, il faut la même quantité en poids sec de végétaux. Poids sec, poids libre. Donc ça pose aussi un problème, c'est aussi un frein. Et dernier point... Moi, je pense qu'il y a des limitations et des risques pour n'importe quelle technologie, n'importe quelle... Il n'y a pas de source d'énergie, source entre guillemets, mais il n'y a pas de source idéale. Et donc, on trouve toujours des gens qui disent not in my backyard, hein, pas dans ma cour, pas dans mon jardin. Mais bon, donc ça veut dire qu'il y a forcément des limites au développement, mais c'est vrai pour n'importe quelle source. Alors c'est vrai que l'éolien terrestre, son développement risque d'être justement limité par des considérations comme celles que vous évoquiez, et que c'est pour ça qu'on mise plutôt sur le développement de l'éolien en mer, mais bon, il y a d'autres problèmes avec les montants, les quantités de matériaux nécessaires aussi. Bon, il y a l'éolien flottant qui se développe, mais pour le moment, on ne sait pas trop encore les perspectives. Donc, de toute façon, il y a des potentiels limités et il y a des problèmes pour toutes les technologies. J'ai deux questions. La première, en slide, on voit que 2020, on avait l'impression d'être resté en apnée pendant une partie de l'année, et pourtant, on n'a pas beaucoup baissé de CO2, donc je pense qu'il va falloir encore plus en apnée, ça paraît impressionnant, je ne sais pas comment on pourrait faire. Et deuxième chose, c'est pour le nucléaire, vous ne parlez pas de l'eau. Et on a l'impression que si la Moselle est à sec et que l'eau est chaude, comment on fera pour refroidir ça? Est-ce que c'est pas un facteur limitant Non, alors je réponds tout de suite sur les volumes d'eau. En fait, il faut faire très attention. C'est parce qu'il y a deux types de refroidissement pour les centrales nucléaires. Il y a celles qui sont refroidies par circulation d'eau, mais sans utiliser d'aéroréfrigérants. Mais donc la consommation d'eau est extrêmement faible avec ces aéroréfrigérants, et donc il n'y a pas de... C'est pas du tout un problème, ça a été monté en épingle, donc ça c'est pas vraiment une difficulté. Alors d'autre part, votre autre question, c'était pour le trou. En fait, c'est simple à comprendre. C'est parce que la production industrielle, la consommation a baissé énormément. Des services, il y a eu plein de choses qui se sont arrêtées. Vive les pandémies. Comment? Vive les pandémies. Oui, mais le problème après, c'est que ça a remonté. Quelques millions en moins.
ça n'a pas beaucoup baissé. Bah si, quelques pourcents quand même. Ah bah oui, oui, c'est la preuve que c'est pas si facile que ça. Il faut vraiment s'arrêter complètement. Donc, ce que disait monsieur tout à l'heure, oui, c'est... Opinion sur la... J'aimerais avoir votre opinion sur la capture et le stockage du CO2. Vous n'en avez pas parlé. Non, j'en ai pas parlé parce que, en fait, pour le moment, ben, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Et pour le moment, c'est quelque chose qui n'existe pas encore à l'échelle, avec l'ordre de grandeur qui serait vraiment nécessaire. Alors, et en plus, il y a plusieurs aspects. Il y a c'est envisagé évidemment pour des industries, hein, des procédés industriels qui émettent beaucoup de CO2, comme les cimenteries par exemple, pour deux raisons, parce qu'il y a à la fois l'énergie et puis aussi le procédé même de fabrication du ciment. Mais, et donc là, il y a sur certaines unités, c'est prévu de capter directement le CO2, également dans la sidérurgie, mais les quantités à capter sont tellement considérables que pour le moment, on ne sait pas du tout si, à la fois économiquement et même si c'est possible industriellement. D'autant qu'il y a encore un autre problème qui est celui, qu'est-ce qu'on fait du CO2 qu'on a stocké? Parce qu'évidemment, pour l'idéal serait de le stabiliser sous forme de cailloux, parce qu'à ce moment-là, on n'aurait pas de risque qui ressortent du sol. Bon, donc il y a beaucoup c'est en plein développement, mais je ne peux pas vous en dire plus. Alors, je peux vous indiquer, je suis tombé sur un projet absolument mirifique. C'est une boîte américaine, une start-up qui a publié un white paper, un espèce de document, probablement c'est une étude louche. Ils veulent sauver la planète en utilisant des usines à gaz, c'est vraiment le mot, d'unités, 1 mégawatt unitaire, donc, ou avec des panneaux solaires, donc en gros 1 hectare de panneaux solaires photovoltaïques. On produit l'électricité qui alimente des électrolyseurs qui produisent de l'hydrogène, et l'hydrogène ensuite est transformé, après capture de CO2 dans l'atmosphère, transformé en méthane. Et donc, avec ces unités, en construisant dans le monde 400 millions, eh bien, on produit la quantité de gaz naturel qui devient du gaz vert, qui serait suffisant. Mais c'est complètement délirant. Complètement délirant. Oui, juste deux réflexions. Première, vous avez sorti l'agriculture de vos réflexions, entre autres parce qu'elle est productrice de NO2, donc c'est un gaz à effet de serre, et quelque part elle ne rentre pas dedans. Enfin, elle rentre des fois, elle ne rentre pas dedans des autres fois, ce qui est un jeu un petit peu difficile. Mais on a vu lors d'une conférence précédente que enlever le NO2 à l'agriculture, c'est d'enlever les engrais. Ça ne va pas faciliter un certain nombre de choses sur l'ensemble. La deuxième réflexion, c'est plus sur le nucléaire, en se disant que vous dites qu'il faut du nucléaire, je l'entends, mais la prochaine centrale, elle ne pourra pas démarrer avant 2035. La quatrième génération, ça sera quoi, 2050, puisque la technologie n'est pas encore au top. Alors que les objectifs de décarbonation, ils sont en 2030 et 2050. On sera un peu trop tard. Trop tard, mais le problème, est-ce qu'on est trop tard si en utilisant cette méthode, on n'atteint pas l'objectif? Donc de toute façon, cette histoire d'arriver trop tard, moi ça ne me parle pas du tout, parce que ça ne me convainc pas en tout cas. L'argument qui est utilisé par certains contre le nucléaire, il arrivera trop tard. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune autre méthode. J'entends bien, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Qu'est-ce qu'on fait en 2030-2035, par exemple? Donc là, on va développer les renouvelables, je suis bien d'accord. Ça répond à... Peut-être que c'était pas clair ce que je disais, mais ça ne peut pas me sembler.
Donc il y a un problème de temporalité, effectivement, de développement des différentes technologies. Et la maturité industrielle sur un certain nombre de procédés n'est pas du tout encore acquise. On parlait des captations, de séquestration du CO2, mais c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres technologies. Même l'éolien en mer, ce n'est pas encore bien clair quelle sera la technologie qu'on pourra vraiment déployer sans avoir un trop gros impact sur le matériau et sur les problèmes de maintenance. Les électrolyseurs, c'est pareil, on aura besoin d'hydrogène. Mais... Le rendement en plus de l'électrolyse, il n'est pas énorme, il n'est pas très bon. Alors justement, bon, si je donne quelques détails, il y a 3 procédés pour faire de l'électrolyse. 3 technologies d'électrolyseurs. Il y a l'électrolyse qui est complètement mature industriellement, c'est l'électrolyse alcaline, on prend un pain de potasse et puis on met des électrodes, donc ça marche. Le rendement n'est pas colossal, mais il est quand même de 50-100%. Il y a l'électrolyse à membrane, les électrolyseurs qui sont adaptés pour des petites installations, mais qui ont le gros défaut, comme pour les pompes, comme les piles à combustible, d'utiliser un métal noble qui est l'iridium. Et donc, le développer ça à grande échelle, c'est inimaginable. Donc, il y a des recherches actuellement justement pour pouvoir se passer de ces métaux nobles pour les électrolyseurs à membrane ou les piles à combustible. Et puis, la troisième technologie qui est la plus prometteuse pour la production en masse, c'est l'électrolyse à haute température. Et c'est un procédé qui est bientôt, je crois qu'il sera bientôt mature industriellement. Donc, c'est développé au CEA avec des rendements en laboratoire de plus de 90%, ce qui veut dire qu'industriellement, on peut espérer des rendements de 80%, c'est comme ça, ce qui est déjà considérable, et sans avoir à utiliser cette électrolyte solide, donc et réversible en plus, donc ça peut fonctionner en pile à combustible, et donc à ce moment-là, sans utiliser de matériaux rares. Alors, on prend 3 questions encore. On prend 3 questions, il y en a une là, il y en a 2 là-bas. Merci. Bonjour Gérard. Je suis bien convaincu par ton argumentation scientifique sur le fait que si on veut maintenir le système tel qu'il est aujourd'hui, il faut absolument qu'on éclaire. Mais je suis aussi un peu embêté par cette conclusion, parce que en tant que scientifique, je reste ouvert. Et tu as dit tout à l'heure que, par exemple, les gens qui disaient qu'il faut changer le système et pas le climat, c'est plus compliqué que ça. J'ai envie de te répondre en provoquant, changer le climat et pas le système, c'était la vérité. Donc, dans tes démonstrations tout à l'heure, tu disais que l'autoproduction, par exemple, ne fonctionnait pas. Est-ce que tu voulais rattacher ça à un système industriel centralisé? On peut penser à des productions qui sont locales, et purement locales, et pas forcément à l'éolien industriel, par exemple. Mais ça demande des changements de société qui diminueraient d'autant, au moins, la production, enfin la demande énergétique par habitant. Voilà, tout est là. En fait, si tu reviens à l'époque des chasseurs-cueilleurs, tu reviens aux sociétés de chasseurs-cueilleurs, ok? Et donc si on regarde l'évolution depuis le Big Bang, c'est parfaitement documenté, très intéressant, c'est un truc qui me passionne, donc merci pour la question. Mais donc si on regarde la consommation, parce que c'est un paramètre que je n'avais pas trouvé avant que j'apprenne par M. Chesson, qu'il était possible de quantifier les sauts qu'on observe ici dans l'évolution des structures dans l'univers à partir du taux de dissipation d'énergie par unité de masse. Et ça, c'est fondamental. Et on voit que, eh bien, et ça s'observe si on regarde l'histoire de l'humanité, eh bien, dans les premiers groupes humains, évidemment, la consommation d'énergie, pratiquement la seule, c'était la nourriture, dans les groupes de chasseurs-cueilleurs, et la nourriture, c'est en gros 3 kWh par jour et par personne. D'accord ? Il y a eu un saut qualitatif et quantitatif,
avec l'apparition avec la révolution du néolithique, avec l'agriculture. Là, on est passé à 12 kWh par jour et par personne, en gros. Et évidemment, à ce moment-là, et c'est ce qu'on observe, une partie de l'énergie a été dépensée pour faire fonctionner ce système qui n'était plus celui de la chasse et de la cueillette, qui faisait qu'en gros à l'époque, la consommation d'un groupe humain, la consommation totale, c'était en gros la somme des consommations individuelles. Là, on change de dimension avec une société qui se structure, qui s'organise, avec des classes sociales dédiées à différents métiers, etc. Bon, du stockage. Le point essentiel avec l'agriculture, c'est le stockage. Et puis, donc, jusqu'à la révolution industrielle, on est resté en dessous, donc les revenus des bases, c'est en gros 30 kWh par jour et par personne. C'est pas difficile. En gros, la consommation, c'était 4 kg, ça correspond à 4 kg de bois par jour et par personne. Et ça, qu'est-ce qu'il faut pour le produire de façon renouvelable? Eh bien, 1 hectare de forêt par bipède. Voilà. Alors attends, je termine. Et donc évidemment, avec une société industrielle, eh bien à ce moment-là, on a des esclaves mécaniques, et quel que soit le système politique, la société industrielle est un système politique. Eh bien oui, mais comment faire vivre 10 milliards d'habitants dans un système qui n'est pas un système industriel? C'est une bonne question, il faut se la poser. Ben oui, non mais, alors la seule solution, je la connais. Il faut diviser par 10 la population mondiale. Et là, on s'en sortira. Alors, encore deux questions. Je vais essayer. Allez, on continue. On va terminer à 8 heures. On veut terminer dans les heures. Nous, on consomme sans doute 2 fois trop, mais même si on consomme 2 fois moins, ça n'assure pas à 10 milliards d'habitants la possibilité suffisante. Alors, moi, je n'ai pas de questions, mais je vais faire un constat plutôt. D'ailleurs, je vous remercie pour toutes les données bibliographiques, c'est très complet. Ça manquait peut-être un peu de données sur les bilans carbone, c'est pas trop grave, on s'en fout presque. Juste un constat. J'ai été surpris dans l'amphithéâtre, il y avait beaucoup de têtes grises, beaucoup d'anciens. Pour un problème qui va surtout, et je félicite les jeunes personnes qui étaient présentes, pour un problème qui va surtout intéresser l'avenir de nos enfants. Et je pense qu'il y a un sujet qui est très intéressant, on a passé très vite, c'est sur l'aspect sobriété. Vous avez parlé également du PIB, de la croissance, etc. Il va peut-être falloir faire comprendre aux jeunes que le monde que nous avons connu et qu'ils vont connaître ne sera pas le même. Il va falloir consommer moins et peut-être avoir un peu plus froid et un peu plus chaud en été. Voilà, c'est juste un constat. Bon. Après, tout ce que vous avez pu exposer pour chauffer les maisons, etc., c'est clair que le choix n'est pas très manichéen. C'est soit le nucléaire, soit c'est de la merde. Mais je pense que l'aspect sobriété, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment avancer et que le chiffre projet devrait également mettre un peu plus en valeur et surtout faire comprendre aux gens que c'est leur défi. Voilà. Oui, merci. Je voulais tout d'abord vous remercier pour la conférence, mais je voulais savoir, j'ai eu un peu l'impression que vous vous placiez du côté essentiellement français et que le nucléaire n'était pas une option, que c'était quelque chose de quasiment obligatoire, d'après ce que vous avez dit. Or, est-ce que si tout l'argent qui est investi dans le nucléaire pour développer de nouveaux réacteurs qui ne seront pas, comme quelqu'un l'a déjà dit, qui ne seront pas opérationnels avant 20 ans, si cet argent-là, on le mettait dans la recherche pour le stockage de l'électricité, qui a déjà commencé dans de nombreux pays. Bon, je pense par exemple à la Norvège. Il me semblait qu'en Norvège, ils avaient commencé à développer le stockage, mais je ne sais pas du tout, c'est pas du tout ma spécialité, donc je ne sais pas ce que ça donne concrètement, mais est-ce que si la recherche se faisait au niveau plus européen, dans des solutions viables,
coupler à la décroissance, on ne pourrait pas arriver à quelque chose sans le nucléaire ou avec moins de nucléaire, quand on sait les dangers que représente le nucléaire. Enfin, je ne vais pas parler de Tchernobyl, de la centrale de Zaporizhzhia, sur laquelle la menace pèse toujours. Enfin, voilà, tout le monde est au courant. Alors, sur le stockage, bien sûr, il faut le chercher, mais il n'y a pas de solution miracle. Non, Et à l'heure actuelle. mais oui, mais on connaît les processus physiques, chimiques qui permettent de faire du stockage. Pourquoi la Norvège est très bien placée. Eux, ils ont ce qu'il y a de mieux au monde. Ils ont des réserves formidables hydrauliques. Pourquoi est-ce que l'éolien au Danemark marche si bien? Ben, c'est parce que quand il y a des surplus d'électricité, eh bien, ils envoient en Norvège et les Norvégiens repompent l'eau dans leur barrage. Et quand ils ont besoin d'électricité, eh bien, il y a encore un troisième pays, un troisième larron qui est parfaitement, c'est vraiment un triangle vertueux. Les Suédois ont beaucoup d'hydraulique au fil de l'eau, c'est pas du tout la réserve de barrage, et ça marche formidablement pour des appels quand il y a des pointes, des demandes de pointes, des appels de courant au Danemark. Donc, et on sait très bien que moi je ne vois pas, il n'y a pas de miracle à attendre. Les lois de la physique sont les lois de la physique. Et donc, j'avais un tableau, mais j'ai une slide, j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais qui montre les capacités de stockage pour les différents processus. Évidemment, vous trouvez des gens qui vont vous dire oui, on fait des volants d'inertie, il y a plein de... Mais en fait, tout ça est parfaitement documenté. Il n'y a pas de secret. Et donc le problème, c'est que si vous attendez et que vous ne faites rien, que vous n'investissez pas dans la R&D, eh bien alors là, c'est vraiment foutu. Et on a déjà perdu pour le nucléaire de 4e génération, on a perdu un temps fou. Qui est-ce qui développe les réacteurs à sel fondu actuellement? C'est les Chinois et les Américains qui s'y sont bons. Alors, donc c'est quand même incroyable. Bon, il faudrait 4 heures pour répondre à toutes les questions ou développer tous les sujets qui sont très intéressants. Merci encore Gérard. Tes slides seront accessibles. Oui, on les mettra sur le lien avec... Vous trouverez beaucoup d'informations complémentaires que je n'ai pas eu le temps naturellement de... Ce sera remis sur YouTube et dans les commentaires du replay sur YouTube, vous trouverez le lien pour télécharger les slides. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez. Et le lien pour vous... Merci beaucoup. Merci d'être venu et de On peut continuer à prendre des questions avec Gérard ici, mais on doit libérer la salle assez vite. C'est pour ça que...